Gracchus raconte, présente, Henri Guillemin. Rappelle-toi, petit. Écoute, fiston, ça n'est pas une histoire pour amuser les petits-enfants. Je t'en ai raconté des histoires. Un grand-père, c'est fait pour ça. Je ne t'ai pas raconté celle-là encore, parce qu'elle n'est pas pour s'amuser. Sérieuse, une histoire d'homme. Tu n'es pas encore un bien grand bonhomme, mon gamin, avec tes 12 ans, mais ça commence, tu retiendras. Et puis, est-ce qu'on sait si je serai encore là l'an prochain quand tu reviendras pour ton mois d'août? Alors je pense que c'est le moment. J'avais ton âge quand c'est arrivé. Ton pauvre papa, c'est aussi l'année de sa communion que je la lui ai raconté l'histoire à Goubeau. Embrasse-moi, petit-haut, et puis reste là, entre mes genoux. Reste debout, j'aime mieux ça. Donc ça se passe ici, dans la commune. Je te parle d'il y a longtemps, en 1851. Ça doit te paraître vieux comme Hérode. En 1851, oui. Au mois de décembre 1851. Le village était encore plus petit que maintenant. On l'a construit, ça s'est étendu. Mais il y a encore beaucoup de maisons qui sont les mêmes. L'église est telle que. Les deux tilleuls sur le terre-plein, ils étaient là aussi. Ils n'ont pas bougé, et presque aussi gros qu'aujourd'hui, à ce qu'il me semble. Le bois descendait peut-être un peu plus près. Autrement, ça n'a pas changé sur les pentes. Faut toujours 2 heures, comme il y a 60 ans, pour descendre jusqu'à la Saône, et toujours 4 bonnes heures au moins par les bois pour remonter jusqu'à Signal, d'où tu vois tout le Charolais. Goubeau, il était bourrelier, un grand, avec des épaules de colosse, et une barbe blonde. Je me souviens bien de sa figure, des yeux tout clairs, tirant sur le gris, tirant sur le bleu selon les jours, et constamment, au coin de la bouche, quelque chose entre les dents. C'était sa manie. Un brin de paille qu'il mâchonnait, une tige d'herbe, une fleur. Il ne causait pas beaucoup, mais ça ne faisait rien. Jamais triste, jamais trop gai non plus et bêtement rigoleur. Content comme c'était, voilà. Une espèce d'honnêteté paisible et hardie dans ce qu'il disait, les moindres choses. On l'aimait bien. Il avait avec lui sa mère, qui était très vieille, à peu près aveugle et à peu près sourde. Tous les jours, le soir, après le souper, il lui faisait la lecture pour la distraire. Il était obligé de parler fort, parce qu'elle n'aurait pas entendu autrement. Si bien que les beaux jours, quand les fenêtres restaient ouvertes, on entendait la voix de Goubeau dans toute la rue, presque dans tout le village, quand il lisait à sa mère, le journal ou la vie des saints, c'était ça qu'elle voulait toujours. Je me plaisais à aller chez lui, en rentrant de l'école, un moment. La boutique était sur le chemin de chez nous. Son aîné, le Blaise, il était dans la même classe que moi. On avait eu une fête 3 ans plus tôt. J'étais tout gosse, pas encore 9 ans, mais ça m'est resté tout de même comme quelque chose d'extraordinaire. L'arbre de la liberté. Est-ce qu'on t'a déjà raconté ça à l'école? 48, les arbres de la liberté. Dans toute la France, ce printemps-là, on plantait comme ça des peupliers. C'était la République, fiston. La République de Lamartine. Lamartine, ça, tu sais, forcément, on n'est pas macogné pour rien. Alors, par nos côtés, à cause de lui, c'était de l'enthousiasme. Le département, en un sens, qui était à l'honneur. On y allait franc. Je me rappelle mon père, un soir à la maison, en redescendant du bois, il nous avait chanté une chanson. Et cette chanson, d'où il la tenait, je me le demande. Ce n'était pas une chanson de coupeur de bois. Les marins de la République, montez le vaisseau le vengeur. Ma mère était toute saisie. Elle disait, c'est joli, Félix, chante-nous encore. Alors il avait chanté le chant du départ. Il y avait comme un bonheur sur le pays. Drôle d'époque. Les malins d'aujourd'hui nous trouvent guère malins. Laisse-les dire. Il y a eu un feu d'artifice, le soir de l'arbre, sur le pré Saint-Martin-des-Vignes. T'es un blasé, toi, le citadin. Tu envoies des fusées à Mâcon, chaque 14 juillet. J'étais pas comme toi. Et nos gens d'ici, pour eux, presque tous, c'était du nouveau, pareillement. Ces coups qu'on recevait, par en dedans, sous les côtes, profonds, quand les marrons éclataient en l'air, dans un éblouissement qui nous faisait fermer les yeux. L'écho roulait comme un tonnerre, et les grosses fusées, violentes, qui montaient en soufflant, comme un jet de vapeur en feu. Et le ciel qui s'ouvrait à des tas d'endroits, coup sur coup, dans des explosions pour de grandes gerbes tricolores. Tu te moques, petit.
Le grand-père est de la campagne. Mais ce qui est beau une fois, pourquoi ne serait-il pas beau toujours? Je cause, t'impatiente pas, la voilà qui s'amène, mon histoire. On y est. On avait élu Goubeau maire de la commune. Il ne voulait pas. Il disait « Je ne saurais pas faire. Prenez donc monsieur Labrosse. » Monsieur Labrosse, c'était le médecin. Un bon brave, dévoué. Mais tout le monde le voulait, lui, Goubeau. Et monsieur Labrosse aussi était d'accord. On t'aidera. Et puis il n'y a pas tellement à faire. C'est pour l'idée. Il faut te dire que Goubeau, on l'avait surnommé Lafayette. Je ne sais pas trop pourquoi ce nom-là plutôt qu'un autre. Mais ça voulait signifier qu'il était pour la République, sous Guizot déjà. Note de bas de page. Guizot, chef du gouvernement de 1847 à la Révolution de 1848. Fin de la note de bas de page. Il ne s'en cachait pas. Le précédent maire, quand il y avait encore le roi, lui tapait régulièrement sur l'épaule en entrant dans sa boutique. « Eh bien, Lafayette, tu veux toujours me couper le cou ?» Et Goubeau riait, montrant ses belles dents. « On ne coupera le cou de personne cette fois-ci, monsieur le maire. Vous verrez. » Le jour où on avait planté l'arbre, il avait fait une chose bien étonnante pour lui. Restant où il était, dans le grand cercle par tous nous autres, sur la place, sans sortir du rang, sans s'avancer d'un pas, le curé étant là, au milieu, près de l'arbre, s'apprêtant déjà à lever la main pour la bénédiction, tout à coup Goubeau, son écharpe de mer autour des reins, il avait toussé, puis il s'était mis à parler, d'une voix pas forte, simplement, avec sa même voix que quand il causait chez lui avec les clients. Mais personne n'avait plus remué les pieds, ni même le petit doigt. Il n'avait pas été long. Il ne lisait pas sur un papier. Le vent faisait remuer les petites feuilles de l'arbre. Je ne sais plus ce qu'il disait, tu penses. Mais j'ai remarqué que mon père était blanc, et avec sa lèvre du bas, il avalait sa moustache, ce qui lui faisait une tête ridicule. Tous ensemble. Je me rappelle seulement ça. Goubeau avait répété ces mots-là plusieurs fois. Tous ensemble. À la fin, il avait dit « Et que Dieu vous garde ». Et puis, « Allez-y maintenant, monsieur le curé ». On n'avait pas applaudi. 2, 3 voix avaient crié « Bravo !» mais timide, tout de suite arrêté. Les gens s'étaient un peu secoués, un peu ébroués, et de nouveau ils s'étaient tenus tranquilles, tout graves, pendant que le curé parlait au petit arbre, en latin. « Tu me suis, Petiot ? Ça t'embête pas ? À présent, ça va être moins gai. Ce n'est plus le mois de mai, c'est décembre. Ça n'est plus 1848, c'est 1851. Il s'est passé bien des choses entre-temps, au pays et dans la capitale. Mon père était mort, un jour de l'année 1850, la veille de la Toussaint. Il travaillait dans une coupe, vers Tramailly. Il savait son métier pourtant. Un châtaignier qu'on abattait lui était tombé dessus. Des vilains jours pour nous. Ensuite, en 1852, ma mère a dit que tout était bien comme ça, et qu'il valait mieux que mon père soit mort comme il était mort, plutôt que d'aller sur les pontons. Il n'y avait plus non plus de Lamartine. Des gens avaient même prétendu qu'il s'était tué. C'étaient des menteries. Des colporteurs avaient traversé le village. Je ne sais pas quel micmac ils faisaient cela, vendant pour 1 sou des images coloriées qui montraient Lamartine volant des pièces d'or, ou les pieds dans du sang, ou marchant sur un crucifix. Ils avaient été mal reçus dans nos parages avec leur sale papier du diable. Le journal de Mâcon, qui ne parlait plus comme il y a 2 ans, nous appelait les rouges, les partageux, ceux de notre coin. Autant dire des bandits, je te demande un peu. Il y avait aussi le nommé Montmain qui nous détestait. Le château Montmain, tu passes devant en venant ici. Les 2 tourelles, la pièce d'eau, tu sais bien, en bas, le comte de Montmain, avec ses 150 hectares. C'étaient les canuts de Lyon, ces nourrices. Alors naturellement, il n'aimait pas trop la République. Au début, il avait fait semblant, comme des tas d'autres, parce qu'il se figurait que Lamartine roulait tout le monde et que, en douce, il mijotait de ramener le roi. Et puis il avait vu que c'était pour de bon. Pas de roi à l'horizon. Alors il se connaissait plus, le papa Montmain. Il disait que la République c'était une ordure, une dégoûtation, un vrai péché. Il allait jamais à la messe. Il avait même écrit un livre là-dessus, Propriété et religion. L'évêché envoyait ça par ballot dans toutes les paroisses. C'était Bonaparte qui se trouvait président. Ça se tirait d'ailleurs, sa présidence. En mai 1852, il devait passer la main d'après la loi. Goubeau, qui avait voté comme tous ici pour Lamartine, il ne voulait pas croire que le badinguet ferait un coup. Note de bas de page. Badinguet,
surnom donné à Napoléon III. Fin de la note de bas de page. Depuis le temps qu'on en parlait sans rien voir venir. Non, qu'il disait toujours Goubo. Moi je ne crois pas. Il a juré. Il faudrait qu'il fasse un massacre. Voyons donc, ça n'est pas mon homme, Louis Bonaparte, mais il a juré, solennellement. Il a fait le serment. On n'a pas le droit de penser que c'est un malfaisant. Ce n'est pas bien. On ne doit pas. Il venait souvent chez nous depuis qu'il n'y avait plus le père. Le soir, quand il avait fini de gueuler sa page ponctuellement à la pauvre vieille, il venait chez nous, son tuyau de paille entre les dents, tirant dessus avec la main gauche. Il regardait comme on avait fait nos devoirs d'école, ma sœur et moi. Il me mettait toujours sa grosse patte sur la tête, ses doigts dans mes cheveux, pendant qu'il regardait mes cahiers, restant debout, un peu penché par-dessus moi. Je sentais sa chaleur dans mon dos. « Et toi, Marie, ça a marché ?» qu'il disait à la petite. Il nous levait dans ses bras avant de partir. Comme maire, il nous avait fait voter un petit secours par la commune. Il m'employait aussi chez lui à des petites choses, à faire des courses, pour pouvoir nous donner des sous. Il me montrait le métier en même temps qu'à son Blaise. Au mois de décembre, je savais déjà préparer tout, presque, pour un harnais. Le mercredi 3, il n'y a pas de danger que j'oublie la date. Le mercredi 3 décembre 1851, c'était près de 4 heures. On a entendu le tocsin. Tu as lu ce nom dans les livres, j'en suis sûr. Mais tu ne sais pas ce que c'est vraiment, ni l'effet que ça produit. Pas les cloches sonnant à la volée, pas le glas non plus. Mais ding, 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 ding. Vite, sans arrêt, à n'en plus finir. Le bâton qui cogne sur le bronze, comme quelqu'un qui frapperait à la porte, parce que c'est pressé, parce qu'il faut absolument ouvrir. L'alarme, quoi. D'ordinaire, c'était pour le feu, un incendie. L'instituteur a oublié de nous faire mettre en rang. Il s'agissait bien de cela. Il a ôté ses manches. Il nous a fait signe de nous sauver tout de suite, sans l'attendre. On s'est précipité dehors en se bousculant. On regardait en l'air, dès la cour, pour voir la fumée. Rien. Il n'y avait rien. Que des gens qui couraient comme nous, dans la rue, du côté de l'église. Et toujours cette cloche enragée qui nous emplissait les oreilles. Sur la place, j'ai vu Goubo, avec le curé à côté de lui, et tous les conseillers municipaux. Ils étaient sur les marches de la mairie. Le tocsin sonnait toujours. Plein de gens les entouraient. La foule grossissait sans cesse. Il faisait gris, pas très froid, pas de neige. Le ciel était couvert et le jour baissait déjà. À l'angle, à l'étage au-dessus de l'échoppe, la mère à Goubo, la sourde, qu'on ne voyait jamais, impotente, toujours couchée. Elle avait tout de même entendu le tocsin. Elle avait ouvert la fenêtre à moitié. Elle mettait sa tête dans l'ouverture, une tête folle, avec des vieilles mèches dépeignées qui pendaient sous son bonnet blanc. On s'est faufilés, nous, les mioches, entre les gens. Le coup d'État! Paraît que c'est le coup d'État! Ça ne me disait pas grand-chose. Et à la fois j'étais rassuré, et aussi un peu déçu, que ce ne soit pas un incendie. Enfin quoi, j'étais content que ce ne soit pas chez nous, et déçu que ce ne soit pas ailleurs. Et à voir comment les hommes disaient ces mots-là, le coup d'État, à la fois, oui, en même temps, j'avais peur. Et de plus en plus, comme d'une grande menace, d'une catastrophe qui allait venir, physique, je ne sais quoi d'épouvantable, un cataclysme, le déluge, une espèce de fin du monde. Le tocsin, puisqu'on le sonnait, c'était grave tout de même, très grave, sûrement quelque chose de terrible. Après j'ai su comment les choses avaient marché. C'est quand la poste est arrivée, à l'heure habituelle, vers 3 heures, que la nouvelle avait éclaté, avec le paquet de journaux. Goubo était justement à la mairie, il y passait toujours à cette heure-là pour les plis officiels. Tout de suite, il avait fait chercher les autres du conseil pour une réunion immédiate, et lui, il avait traversé la place à grands pas pour aller parler au curé. C'était l'abbé Vivant, le curé de chez nous, le même qui avait béni l'arbre, un ancien soldat, une vocation tardive comme on dit. Goubo l'honorait et il avait raison. Ils avaient causé 1 minute, pendant que les autres s'amenaient à la mairie essoufflés, comme ils étaient, dérangés en plein travail, la plupart nu-tête, Lacharme, Sangoire, Morin, Michon, Tourneloup, Sommier, Guillot, Monsieur Labrosse. Alors Goubo les avait rejoints avec le curé. J'ai 75 ans, mon petit bonhomme, et je suis ton grand-père, et je t'aime bien. Alors ce que je vais te dire, c'est du vrai. Tu peux le garder dans ta caboche, et dans ton cœur aussi, si tu veux. C'est simple, tu sais, cette histoire de coup d'État, et beaucoup plus simple que des tas de livres très savants, très comme il faut, te le diront plus tard avec leurs idées de derrière la tête. Ça sert à comprendre bien des choses,
Ne te laisse jamais bourrer le crâne, mon gamin. Des plus forts que toi te monteront peut-être sur le dos, tu te défendras, ils t'auront tout de même, c'est possible. Mais au moins, tu les connaîtras pour ce qu'ils sont. Tu resteras les yeux ouverts, pas dupe. Ne pas se laisser monter sur la cervelle, ça on peut toujours, et c'est le principal. Le coup d'état de Louis Bonaparte, c'est un monsieur, avec des amis, qui a décidé de faire une affaire. Il est bien placé, il y gagne gros, il ne veut pas perdre sa place, et il veut gagner encore plus, et les camarades en profiteront, c'est tout. Tu vois que ce n'est pas difficile. Et ceux qui te diront que présenter comme ça c'est enfantin, c'est dérisoire, c'est du guignol, fais attention. Ou bien c'est eux, de bonne foi, qui ne savent plus voir ce qui crève les yeux, ou bien, et c'est la bonne explication 9 fois sur 10, ils savent très bien ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ils savent très bien de quoi ils retournent, mais ils sont dans l'affaire eux aussi, la même affaire qui continue. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Bien sûr, il avait juré Bonaparte. Note de bas de page. Bonaparte avait prêté serment de respecter la République. Fin de la note de bas de page. Et après? Bien sûr, il faudrait qu'il fasse tuer des gens dans les rues. Et après? Ces histoires-là, ça mène en prison ou à l'échafaud, quand on est toi ou moi. Mais ça vous vaut d'être appelé sire et d'entendre les évêques chanter pour vous le Te Deum quand on est suffisamment fort. Alors je reviens à part chez nous. Goubeau a fait faire le silence. Le sonneur avait cessé de sonner. Goubeau a dit encore quelque chose à l'abbé Vivant qui a fait oui de la tête. Il a enlevé de sa bouche, pour nous causer, un lacet de cuir qu'il mordillait. Et il a commencé comme ça, je me souviens. Le président a fauté. Et puis qu'il fallait attendre les nouvelles, pas s'affoler, mais tout de même s'armer. Avec ce qu'on avait, les fusils de chasse, c'était le mieux. Parce qu'on devait porter secours à la loi et que le président, il n'était plus rien, qu'un mauvais homme, pas franc, qu'on devrait mettre en prison. C'est ce que j'ai compris. Et c'était bien à peu près ce qu'il expliquait. Les conseillers, par derrière, opinaient. L'abbé Vivant a mis sa main sur l'épaule de Goubeau et il a dit aux gens « Je pense pareil, y a pas à hésiter. » Tiens, ça me fait mal encore de revoir ce souvenir dans ma tête. Pense, ce petit troupeau qu'on était, tout bête, cette petite poignée de rien du tout, sur notre place communale, à nous exciter dans notre coin perdu. Des fourmis, des pauvres bestioles. Goubeau et les autres, ils devaient bien penser un peu ça aussi. On n'entendait pas de tocsin ailleurs. Pourtant, la Sauve, c'était pas loin. 4 kilomètres. Le vent portait. Si ça avait sonné, on aurait entendu. Ils savaient la chose sûrement, ceux de la Sauve. Par la poste, comme nous. Ceux des Labourons aussi. Ceux de Chénas aussi. Rien. Et à Mâcon, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Le voiturier de la poste avait dit que rien ne bougeait quand il était parti ce matin. C'est vrai que c'était encore trop tôt. Ils ont discuté à la mairie sur la conduite à tenir. D'abord, Goubeau a proposé qu'avant toute chose, on expédierait une dépêche au préfet pour dire que la commune trahissait pas, qu'elle restait fidèle, qu'elle flétrissait. C'est monsieur Labrosse qui avait rédigé la dépêche. Qu'elle flétrissait la mauvaise action du président, que tous les hommes de la commune étaient disponibles et sur pied. Et si on avait besoin d'eux, ils iraient même à Paris si on voulait, avec la troupe. Sangoire est parti à cheval, à fond de train, dès les 5 heures. L'Angélus sonnait, je me rappelle, vers la plaine, pour rejoindre la diligence de Tramailles et que la dépêche, de cette façon, elle soit le soir même à la préfecture. Monsieur Labrosse, qui avait été reçu par Lamartine une fois, en 1848, il a dit qu'il irait à Monceau dès le lendemain matin, parce que certainement Lamartine allait faire quelque chose, et que son nom c'était un drapeau. On a envoyé aussi aux 4 communes voisines, même au hameau de Bise, dans les bois, pour se consulter. Goubeau avait demandé qu'on amène tous les fusils de chasse à la mairie, et ceux qui avaient des pistolets ou des sabres, qu'ils les amènent aussi, pour qu'on sache sur quoi compter et qu'on fasse la répartition. Tu devines la suite. C'est d'abord les gendarmes qui sont venus, seulement à 6, le lendemain midi. Ils venaient destituer Goubeau comme maire. C'était ça la réponse du préfet. Ils avaient fait vite. Ils avaient mission de ramener les armes, de nous les confisquer toutes, recta, même les vieux sabres s'il y en avait. On avait cru d'abord qu'ils venaient en amis. Quand on a compris ce que c'était, il y a eu du bruit. Goubeau a bien essayé de s'expliquer, posément, avec leur chef d'escouade, et de lui dire qu'alors c'était pas du joli ce qu'il faisait là. Le chef était buté. « Je connais que la consigne, » qu'il disait. «
Vous avez à me remettre les armes, c'est l'ordre, j'en démords pas. Le curé leur a parlé aussi. Justement, il leur disait, votre devoir c'est d'obéir, alors pas à n'importe qui, pas à un traître. Taisez-vous, a crié le chef. Je vous arrête, moi, si ça continue. Le président, c'est le président. Vive Napoléon! Va-t'en donc t'en tirer. Pendant ce temps, quelques-uns des nôtres étaient allés chercher leurs fourches. Les gendarmes ont tiré leurs sabres. Le chef a fait lever son cheval sur les pieds de derrière pour nous effrayer. On a reculé tout autour, mais il n'a pas insisté tout de même. Il a dit « C'est bon, on s'en va. Mais vous verrez ça. » Le docteur Labrosse est revenu de Monceau cet après-midi-là aussi. Lamartine avait fait dire qu'il était malade, qu'il ne pouvait recevoir personne. C'était peut-être vrai, mais bien décourageant quand même. Ça allait rudement mal. Le journal de Mâcon se ralliait au prince-président, comme de juste, que c'était notre sauveur le prince, qu'il conjurait le péril rouge. C'était nous, à ce qu'il paraît, le péril rouge et les brigands. Des autres communes, mauvaise nouvelle. À la Sauve, le maire se prononçait pas. À Chénas, on se disputait. À la Bourron, encore pire. C'est tout vigne là-bas. Des godailleurs, des gobeloteurs. Bon à gueuler tant que tu voudras, mais pour le reste. En 1848, ça avait été les plus enragés avec leur saïra. Ils juraient que par Ledru-Rollin. Ils réclamaient la guillotine. Note de bas de page. Ledru-Rollin, ministre de l'Intérieur du gouvernement provisoire de 1848, un des défenseurs du suffrage universel. Fin de la note de bas de page. Maintenant, des chiffres. Qu'il n'y avait rien à faire, que ce n'était peut-être pas si mal, que c'était un ami du peuple, le Napoléon. Le hameau de Bise, au contraire, se tenait très bien. Les bûcherons nous faisaient dire qu'ils étaient prêts pour ce qu'on voudrait. Le soir du 4, Goubeau est venu un petit moment à la maison, tard. Il a parlé à ma mère. Il nous a embrassés. On était aux 3 quarts endormis, la Marie et moi. Chacun à notre tour dans nos lits. Les soldats sont arrivés la même nuit. Des soldats de la ligne, une centaine, conduits par 3 officiers. Ils avaient monté, à ce qu'on a dit, à travers champs, entre les haies, pas par les chemins. J'ai vu plus tard l'ordre formel de Saint-Arnaud, le nouveau ministre de la guerre. Tu pourras lire ça dans les livres. Tout ce qui résiste doit être fusillé, au nom de la société, en légitime défense. Tu entends, petit, au nom de la société en légitime défense. Ça vaut de ne pas être oublié, cette trouvaille. Ils ont cerné le village d'abord. Puis, à un commandement, ils se sont jetés au pas de course dans les rues, avec leurs fusils chargés. Ils savaient très bien où aller. Ils avaient tous les renseignements. C'était Montmain, on l'a su, qui avait dessiné pour les officiers le plan du village avec des croix au crayon rouge pour les maisons à ne pas rater. Devant chez Goubeau, ils étaient 4, et le capitaine avec eux. Individu extrêmement dangereux, qu'on leur avait dit. Bien c'était manqué tout de même. Goubeau n'était pas chez lui. En sortant de chez nous, il était parti tout seul pour la montagne, avec un sac et pas de fusil, voir les bûcherons du hameau de Bise, essayer de se renseigner lui-même, on croit, au Tramailly. Les soldats ont tout saccagé chez lui, tout fouiné. Ils ont jeté la vieille à bas de son lit, crainte que le Goubeau soit peut-être caché entre 2 matelas. L'officier, qui avait peur, piquait là-dedans avec son sabre. On a mis tous les hommes arrêtés, 35 il y en avait, dans les locaux de la mairie. Il n'avait pas touché au curé, mais défense qu'il sorte de chez lui. Fallait Goubeau. Rentrer sans lui, ça, jamais. Alors ils ont combiné un plan. Sa femme avait dit, elle avait répété tout le temps, dès que les soldats s'étaient rués chez elle, que Goubeau était à la montagne, qu'il n'était pas là, qu'il était allé voir des amis, faire un tour. Il avait bien fallu finir par la croire. Aller le chercher dans les bois, inutile, ça ne donnerait rien. Bon, eh bien on l'attendrait, voilà. Ils ont décidé de se poster en embuscade, de rester au village toute la nuit, pas faire de bruit, guetter. Quand Goubeau reviendrait, on l'aurait. Personne ne devait mettre le nez dehors, sous peine de se faire tirer dessus. La nuit a passé. Le Blaise Goubeau m'a raconté que tous les 4, sa mère, lui et ses 2 petits frères, ils étaient restés toute la nuit à faire des prières, à dire des rosaires après des rosaires, pour que le père soit pas pris, qu'il revienne pas, qu'un miracle arrive. On les avait bouclés tous à la cave, y compris la vieille en camisole, qui ne savait plus où elle en était. Le jour venait.
Le village était comme mort. Le capitaine était monté dans le grenier de chez Goubeau pour regarder par la lucarne, sans se faire voir, du côté de la route des bois. Tout à coup, il a vu Goubeau qui revenait. « C'est la fin, garçon. Écoute bien. » Comme Goubeau approchait de la première maison, quelqu'un a crié de toutes ses forces. « Oh, Goubeau! Oh, va-t'en, Goubeau! Sauve-toi! Remonte !» Ça venait du clocher, de la fenêtre des cloches. Dans ce silence de mort, la voix paraissait énorme. Je l'ai entendue, et tout de suite après, un coup de feu. C'était le curé. De la cure, on pouvait entrer directement dans l'église, sans passer par dehors. Il était monté dans le clocher pour guetter Goubeau lui aussi. Il se montrait de tout son torse à travers la fenêtre. Il se penchait, que Goubeau le reconnaisse bien. « Sauve-toi, Goubeau! Sauve-toi! Ils sont là !» L'officiel l'avait manqué, avec son pistolet, forcément. Goubeau a continué d'avancer. Il avait un petit brin de buis à la bouche. Il n'a pas desserré les dents. Il a seulement levé la tête vers le curé, en souriant, pour lui dire merci. Puis il a fait un signe de croix, et il est tombé. Ils étaient bien 10 à avoir tiré sur lui en même temps. La voilà, fiston, l'histoire à Goubeau. Goubeau Lafayette. On a déporté en Afrique les 35 bonshommes. On les a plus revus. Le curé a été cassé, mis au secret, je ne sais pas tant où. Monsieur de Montmain est devenu notre sénateur. À Noël, il y a eu un grand bal au château. Boudevilliers, août 1944. C'était Gracchus raconte, lisant du Guillemin. Je mettrai en public épinglé en haut des commentaires un lien vers la conférence enregistrée d'Henri Guillemin sur les événements de 1848 en France. Pour le contexte, quoi. Si ça t'a plu, abonne-toi, pose un pouce, partage ou laisse un commentaire. Ce sera fort apprécié.